Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respective, vous êtes à l'émission SOU, Programme de secours d'urgence. Programme de secours d'urgence, qui n'est rien d'autre que l'initiative du Minotaure de la baie de Cochon, la voie des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation et représentativité du pouvoir. Le sujet qui défrait la chronique aujourd'hui fait suite à l'arrestation controversée d'un des activistes les plus virulents de la toile, défenseur des droits et libertés et garanties constitutionnelles, c'est-à-dire Bob Mengo, matricule 212, candidat à la mort. Je suis Thierry Sam David Berakouma, matricule 213, candidat à la mort. Je voudrais rappeler aux membres de l'architecture gouvernementale que les violences numériques sont des supercheries. C'est une manière bien savante de pouvoir se soustraire justement des principes démocratiques de notre pays. La démocratie pluraliste que nous avons adoptée à plus de 90% ne peut pas servir d'alibi. Et pour ceux-là qui sont à l'intérieur de l'architecture gouvernementale, tournant les pouces, qui refusent, qui se chignent d'ailleurs à améliorer les conditions de vie des Gabonais. D'ailleurs, il y a une vidéo de plus en plus virale où nous voyons ce ministre du côté du PK12 récriminant les commerçants à chaque fois de revenir sur leur lieu de prédilection qui est celui de la vente à la sauvette. Voilà un ministre et qui a le rôle justement d'aider les populations à atteindre les fondamentaux de avec succès. Et ce ministre n'est pas capable de leur apporter une aide réfléchie dans le processus de déguerpissement sauvage et primitif, voire précambien justement de nos différentes autorités politico-administratives de notre pays. Il vous souviendra que PK12, avant la mise en place justement de la construction des flyovers, ces populations s'étaient sédentarisées à ces différents postes d'attraction pour pouvoir justement écouler leurs marchandises. Il y avait une véritable économie, non pas une économie souterraine qui était là, parce que ces commerçants avaient été bel et bien identifiés par les autorités locales de notre circonscription administrative par lesquelles ils arrivaient à prélever les taxes, le prélèvement des taxes. Et ces taxes allaient constituer justement le budget des collectivités locales. Et il faut que vous le sachiez que les collectivités locales doivent également apporter une aide réfléchie au pouvoir public, accompagner le gouvernement dans la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques dans le cadre de l'amélioration significative des conditions de vie et existence des Gabonais. Malheureusement, ces ministres-là est toujours en train de rechercher justement des projets faramineux, des projets à faible impact économique et financier, et ils arrivent à ne pas évaluer de manière qualitative et quantitative ces projets. Faire une étude impact environnemental, une étude impact environnemental, une étude géostratégique et politique, une étude également géosociale, mais malheureusement ce n'est pas, c'est le dernier de leur cadet. Et les populations se lèvent un bon matin, on leur dit qu'il y a un flyover qui va être construit pour désengorger justement le PK12 avec toutes les autres circonstances administratives dans cette localité pour permettre justement une certaine fluidité de la circulation. Mais on vient, on saccage tout. On casse tous les commerces des individus et il n'y a pas de politique de rechange. La politique de rechange consiste justement à reloger toutes ces personnes. Vous avez le cas de Plein-Rôti dont je suis une parfaite victime avec la destruction de 5 villas de mon père plus une maison en état de ma petite soeur qui actuellement vit en Turquie. Et à l'heure actuelle, nous nous retrouvons à la Belle Étoile. Et voilà toute une famille qui a été démantelée, une famille détruite parce que mon père a près de 32 enfants sans compter les petits-fils. Donc nous sommes pratiquement une soixantaine de personnes. Et ces gens-là se retrouvent comme ça, dormant par-ci par-là, chez le cousin, chez le neveu, chez les oncles, chez les tantes, pour la simple raison que des êtres irrésolument irréfléchis ont décidé justement de vendre du vent, vendre des esprits guerriers, des tactiféries, des commentateurs à son excellent Brice Côté Oléguy Gaba. Et depuis la casse de Plein-Rôti. Mais vous avez eu quel projet porteur là-dedans? Il n'y a aucun projet porteur. Et les populations, et certains d'ailleurs, continuent à vivre là, dans cet espace, comme si nous étions à Sarajevo, et des populations qui hier avaient leur maison se retrouvent comme ça, être des sans-abri. Le sort vers la félicité et qui nous avait été vanté par les forces de défense et de sécurité, aujourd'hui est en train justement de décliner comme une peau de chagrin. Voilà les populations qui avaient leur demeure, qui avaient leur pouvoir d'achat, qui avaient leur commerce,
qui arrivaient à vivre justement de la vente de la braise et autres. On a détruit tout un écosystème du côté de Plein-Rôti pour on ne sait quelle raison. Et jusqu'à présent, on ne peut même pas nous justifier quel était le coût d'avantage comparatif d'avoir détruit toutes ces familles-là et qu'à la fin, eh bien, cet espace serait neutre, abandonné par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, vous pouvez passer par là, il y a de hautes arbres déjà qui ont pris partie de ce terrain, sans compter également les reptiles et autres oiseaux de mauvaise augure, les oiseaux de proie. Voilà les caractéristiques de la 5e République. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont en Nzanyon, ils arrivent à saccager également du côté de Nzanyon. Et là, c'est la problématique des bassins versants qui avait d'ailleurs été initiée par le chef de l'État dans son projet de société, que d'ailleurs j'avais défendu avec faste, avec une certaine intelligibilité, avec une certaine représentativité. Malheureusement, eh bien, c'est le même atout qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Les populations gabonaises aujourd'hui vivent dans un véritable désenchantement, une véritable désillusion. Parce que ceux-là qui leur ont promis monts et merveilles, qui leur ont promis la sortie justement de l'Égypte, de la main de Pharaon, eh bien malheureusement, les populations semblent être encore cloisonnées dans ce système d'embrigadement, dans ce système rétrograde où ils arrivent à vivre les conditions les plus précaires avec une accentuation, une exponentialité de leurs difficultés. Donc du côté de Nzanyon, eh bien, c'est le même scénario. Ils sont allés casser et à la fin, ils ont tout abandonné. Vous allez également du côté de Vendée Sankopi. Du côté de Vendée Sankopi, ils se sont levés un bon matin, justifiant que pour une cause d'utilité publique, ou bien pour je ne sais quel justificatif que ce terrain serait certainement l'émanation de ces nantis, ces bourgeois, ces plutocrates émergents, sans base législative qui arrive comme ça, à augmenter la tension artérielle des populations, leur taux d'adrénaline, pour la simple raison que ces gens-là n'ont pas une véritable conception d'un plan, des schémas directeurs des infrastructures, d'un véritable plan de développement des quartiers de nos villes et villages qui devront transformer en pôle attractif de développement. Ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Mais ils ont une forte propension justement de se servir de nos directs, parce qu'ils arrivent comme ça à détecter des personnes qui arrivent à avoir un esprit critique à l'égard de cette gouvernance eschatologique, cette gouvernance comateuse, apocalyptique, qui n'a aucun intérêt pour les populations des quartiers sous-intégrés, dès lors qu'il y a longtemps, nous sommes en train de faire un très mauvais ménage avec toutes ces personnes qui, en réalité, avaient servi d'alibi pour exploiter l'incrédulité spéculative de la population, leur naïveté, mais également leur affliction, leur flagellation, leur métissure. C'est vraiment dommage. Gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, c'est avoir justement des projets planificateurs en matière de développement. Mais aujourd'hui, nous assistons à une gouvernance aléatoire, une gouvernance pratiquement désintéressée. Et on se lève un bon matin, allez, hop, on prend les engins, on casse tout et puis on laisse tout tomber comme ça. Et dans cette pratique sordide de ces individus, ils oublient fortement qu'ils sont en train de détruire le capital social du chef d'État Brice Koto Ligidema, sa capacité d'éligibilité, sa proportion de représentativité, qui se mousse progressivement comme une chape de plomb, comme une peau de chagrin. Vous pourriez faire des sondages d'opinion aujourd'hui, vous allez bel et bien vous rendre compte que la population gabonaise a pratiquement rejeté la gouvernance actuelle. Les populations n'y croient plus. Le chef d'État capable de lutter contre les discriminations raciales, les discriminations sociales, être capable justement d'apporter un mieux-être, un confort justement à ces différents électeurs. Et c'est une véritable problématique. La problématique justement de la confiance du chef d'État à l'égard des populations qui lui ont accordé leur soutien à hauteur de plus de 94%. Donc au moment où les populations attendent un retour justement de leur pouvoir électoral, eh bien, elles sont flagellées, elles sont meurtries, elles sont bastonnées, elles sont humiliées, elles sont déshumanisées avec une espèce de férocité, une sauvagerie et barbarie qui n'a rien d'égal avec la gouvernance qui venait justement d'être de chez Sed Ali Bongo Liba.
La gouvernance d'Ali Bongo Ondimba, tout le monde l'a bien vu. Que cette gouvernance-là n'était pas aussi barbare que celle à laquelle nous assistons. Celle à laquelle nous assistons, elle est de plus en plus violente. Alors là, avec une violence inouïe, où on arrive comme ça à intimider, à menacer, à emprisonner jusqu'aux journalistes. Et les délits d'opinion aujourd'hui sont comparables à des crimes économiques et financiers. Voilà l'ancien ministre d'État de l'économie, des finances, du budget et de la lutte contre la vie chère, la pauvreté et autres, avec tous les spécimens de titres honorifiques et nominatifs que vous pouvez lui accorder, le disait aisément que c'est lors de la transition du Brice Côté Oligui Nguema pendant les 2 années qu'il y a eu de plus en plus de marchés de gré à gré à hauteur de plus de 90%. Et tous les concepteurs, les initiateurs de ces marchés de gré à gré qui ont favorisé les détournements de fonds publics par bande organisée, qui ont favorisé la concussion, qui ont favorisé également la corruption, eh bien, ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés, mais ce sont des menus frétins. Voilà, des individus sans nom, sans personnalité, sans titre honorifique et nominatif, comme le prince Sadouma, David Bakoma, les Bom Ngom et autres, qu'on a vite fait de mettre le pied sur le grappin pour la simple raison qu'on critique leur gouvernance qui est actuellement aux antipodes de la réalité qui est vécue par le peuple souverain. Mais tu vois bien, qui est vécue par le peuple souverain. Et c'est bien dommage, c'est regrettable. Voilà des gens qui ont critiqué l'action d'Ali Bongo Ondimba, qui ont critiqué l'action du Parti démocratique gabonais, qui ont critiqué le plan stratégique Gabon émergent, qui ont accusé le PDG d'être à l'origine de toute la désarticulation, la désinstitutionnalisation et la dysfonctionnalisation de notre système étatique, mais qui malheureusement font encore avec les mêmes membres qu'ils ont décrié la gestion eschatologique, comateuse et apocalyptique. C'est incompréhensible. Comment comprendre que ceux-là dont vous avez accusé de n'avoir pas été à la hauteur des attentes des populations et que ce soit les mêmes vers qui vous allez pour pouvoir vous accompagner dans une espèce de gouvernance qui en réalité n'arrive plus à servir les intérêts du plus grand nombre de personnes. Non seulement ce gouvernement n'arrive pas à servir les intérêts du prince de béton, le prince de béton ce n'est pas un terme péjoratif comme on voudrait bien le faire croire pour justifier un certain nombre de phrases juridiques ou judiciaires pour pouvoir condamner Bom Ngom. Non, le prince de béton n'est rien d'autre qu'une appellation de Brice Côté Oligui Nguema et qui a fait le choix justement de donner des politiques routières en mettant le béton un peu partout dans les voies secondaires, justement au détriment du goudron, c'est-à-dire ce résidu du pétrole qui n'est rien d'autre que les caca du pétrole, et au détriment également de pavétage et autres. Et aujourd'hui, tout le monde peut se satisfaire de ces roues bétonnées parce que ces roues bétonnées tiennent compte justement de notre environnement géographique et de l'hydrographie de notre pays. Donc, qualifier Brice Côté Oligui Nguema de prince de béton n'a rien à voir avec une espèce de flagellation, d'humiliation ou bien d'une atteinte à l'honneur ou à la dignité de qui que ce soit, ce n'est pas possible. Il est de même lorsque Bom Ngom qualifie Madame Camillon Toutoum de Robocop, eh bien, ça n'a rien à voir avec une espèce d'atteinte à la dignité de Madame la ministre. Ça n'a rien à voir avec une véritable violence numérique. La violence numérique n'est pas cela. On a bien vu quelqu'un qui a exercé une véritable violence numérique à l'égard de Madame la ministre d'État. Et d'ailleurs, il y a eu des marches où la première dame a condamné cette attitude barbative, cette attitude quand même sauvage d'une haute personnalité de notre pays, que je ne citerai pas le nom pour lui faire une publicité gratuite. Malheureusement, ces gens ne sont pas inquiétés. Et la justice gabonaise, elle est à l'image de l'éducation nationale. C'est une justice à géométrie variable. Elle ne sert que les intérêts des nantis, les intérêts des bourgeois, des aristocrates, des plutocrates pseudo-émergents, sans base législative, sans vision, sans aucune clairvoyance, incapable justement d'arriver à une dirigeance qui soit susceptible d'entraîner le peuple vers un mieux-être, vers l'amélioration significative et qualitative de ses conditions de vie et existence. Et cette architecture gouvernementale aujourd'hui, totalement dépassé par la gestion justement du quotidien des Gabonais, arrive maintenant à s'ériger en bourreau, en flagellateur à travers des violences numériques qu'ils arrivent à identifier à l'intérieur d'un smartphone. Une fois vous critiquez l'action gouvernementale, eh bien vous courez le risque d'avoir un chef d'accusation manipulé par les forces de défense et de sécurité qui sont à la solde
des forces de défense et de sécurité que certains n'ont même pas les papiers. Bissang, la problématique des papiers. Nombreux n'ont pas les papiers. Ils sont recrutés dans les forces de défense et de sécurité avec des CAP, des certificats d'aptitude professionnelle, et des certificats d'études primaires élémentaires. D'autres des CPI, des certificats d'études primaires indigènes. Et ils ne comprennent rien des procédures judiciaires. Le code de procédure judiciaire, ils ne sont pas capables de lire, de l'interpréter, et même de le comprendre. La subtilité de ce code de procédure judiciaire. Et ce code est clair. Les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et juridique, voire judiciaire, du procureur de la République, qui n'est rien d'autre que l'avocat de l'État. Et les forces de défense et de sécurité, elles reçoivent les plaintes, réception des plaintes, les dénonciations, et ces derniers sont chargés de rechercher les auteurs qui auront commis des actes délictuels, des actes criminels, afin de les présenter devant les tribunaux compétents. Les présenter devant les tribunaux compétents, qui sont chargés de les juger. Et il y a une typologie hiérarchique de ces tribunaux. Vous avez le tribunal de première instance de Libreville, vous avez la cour d'appel, et vous avez la cour de cassation. Et vous avez d'autres juridictions d'exception chargées de la répression des crimes économiques et financiers. Parmi ces forces de défense et de sécurité, nombreux ne connaissent même pas ce que c'est que la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques. Ils n'en savent pas. Même la typologie des tribunaux, ils n'en savent pas. Le rôle d'un procureur, ils n'en savent pas. Et ce sont eux comme ça qui arrivent à orchestrer des arrestations arbitraires, des arrestations fantasmagoriques, parce qu'ils aimeraient satisfaire l'appétit gourmand de leur bourreau, de ceux-là qui les envoient comme ça pour flageller les populations, pour meurtrir les Gabonais, pour les jeter dans une espèce de furie, de phobie et de peur. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire par ces individus qui ont choisi justement la carotte, qui ont choisi la méthode forte parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de respecter l'état de droit, respecter un certain nombre de conditionnalités, respecter les garanties constitutionnelles. Et l'une des garanties constitutionnelles, elle est reconnue à l'intérieur de notre loi fondamentale. Un principe élémentaire du droit national et du droit international. Le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. La loi dispose que jusqu'à ce qu'on éprouve la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être considéré comme un innocent. La présomption d'innocence, elle n'a rien à voir avec la présomption de culpabilité qui doit être basée sur un certain faisceau de matérialité tel qu'un aveu. Mais nous sommes au Gabon comme un pays dans l'état de nature sauvage qui avait été décrié par Jean-Jacques Rousseau, où l'homme n'est bon, mais malheureusement la société le corrompt. Et pire encore, ce même état sauvage, cet état primitif, cet état précambien, cet état paléolithique, néandertal, qui ne comprend rien justement de ce que c'est qu'une institutionnalisation du pouvoir. L'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir, caractérisée par trois éléments constitutifs. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, 267 667 km². Les institutions qui sont le symbole justement de cette puissance publique, avec trois pouvoirs bien identifiés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et ensuite, vous avez également la population que nous constituons. Donc, ce sont ces trois éléments qui sont le véritable facteur déclencheur de ce que c'est qu'un État. Mais malheureusement, les pouvoirs publics, c'est-à-dire les institutions, ont cette manie-là de s'accaparer de notre système étatique dont ils voudraient faire passer pour leur patrimoine. L'État est devenu leur valeur marchande et avec laquelle ils peuvent comme ça savamment exploiter l'ignorance maladive des populations, exploiter leur médiocrité, leur analphabétisme, leur déscolarisation pour pouvoir humilier les personnes qui se battent justement pour la démocratie de leur pays, la démocratie pluraliste. Elle a été d'ailleurs adoptée par votre constitution mortifère que j'avais dépiétée, que j'avais décriée, cette constitution qui n'allait servir que les intérêts du monarque. Les intérêts du monarque. Et c'est pourquoi j'ai toujours qualifié ce système étatique de système absolutiste. L'absolutiste du pouvoir, où le détenteur exclusif du pouvoir a toutes les prérogatives de puissance. Il incarne le pouvoir exécutif, il incarne le pouvoir législatif, il incarne le pouvoir judiciaire, il incarne aujourd'hui le pouvoir même communicationnel. La communication qui aurait pu être un véritable levier justement de prise en compte des intérêts des populations, et même ce pouvoir est confisqué par l'exécutif du pouvoir. Mais que vous le vouliez ou pas, de toutes les façons, les bombes de gomme, ils en sont nombreux.
Les David Biakuma en sont nombreux. Moi, je suis le matricule 213, scandale à mort. Il y a un autre également qui vient de se déclarer du côté, justement, du PK9, un autre compatriote également qui s'est déclaré matricule 214, qui est également prêt à donner sa vie parce que la démocratie c'est un bien le plus précieux. La démocratie pour nous c'est l'une des valeurs qui n'est pas négociable, elle n'est pas marchandable parce que nous nous sommes battus depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays en 1990 et d'ailleurs depuis la période de décolonisation en 1960, les Gabonais ont toujours vécu dans un climat de démocratie pluraliste. Alors il n'en sera pas autrement parce qu'il y a de nouvelles autorités qui refusent le débat contradictoire public, qui refusent la contradiction, qui refusent la compétition pour que les cerveaux puissent se frotter et que les meilleurs puissent émerger dans ce pays pour donner une nouvelle dynamique. Et on a vite fait de reconduire les mêmes individus. Les mêmes individus avec les cerveaux pétrifiés, avec un faible niveau de qualification, avec une faible expérience et expertise, et ils arrivent comme ça à créer le goulot d'étranglement dans un système étatique. Comment concevoir qu'un petit pays d'à peine 2 500 000 habitants, avec autant de richesses, avec autant d'opportunités, et l'État n'est pas capable d'aider les populations à avoir accès à l'eau potable. L'eau potable, une denrée aussi vitale. L'eau potable fait partie des objectifs du développement durable. Et l'État est incapable de donner l'eau potable à ses citoyens. Incapable de donner l'énergie à ses citoyens, et on nous parle de la numéralisation de l'administration publique. La numéralisation, la digitalisation, des expressions qui sont utilisées à tort par un certain nombre de mécréants, des individus qui ne comprennent même pas ce que c'est que la sémantique, l'étymologie des mots. Pire encore, les connotations de ce mot, aux anneaux plus au-dessus. Mystère profond des anges acclamés. As lumineux, corps céleste en mutation. Béni soit le Dieu de mon père Mberakouma. Béni soit le Dieu de ma mère Goundou Marceline qui m'a donné cette intelligence qui surpasse les docteurs, cette sagesse mystérieuse qui surpasse les mages, les pharisiens et toutes ces personnes-là avec les diplômes contrefaits, les diplômes obtenus dans les pays industrialisés à faible impact géostratégique et intellectuel. Et ce sont aujourd'hui qui constituent la véritable gangrène de ce gouvernement. Et voilà. Il paraît-il qu'ils ont identifié quelques 30 brebis égarées qu'ils ont envoyées en Australie représenter l'État gabonais. Et parmi ces 30 abjects sujets, ces fils de la savane, des faubourgs, des quartiers mal famés de nos villes et villages, se retrouvent en Australie comme ça, totalement dépourvus de toute connaissance, de toute capacité d'adaptabilité. Et bien, ces 30 personnes ont lamentablement échoué. Lamentablement. Et c'est la dignité du peuple gabonais, c'est sa nudité qui est découverte comme ça au niveau de l'Australie, comme si le Gabon de Pambou Chibunda, le Gabon du professeur Albert Ondossa, le Gabon du professeur Ota, le Gabon de Madame Marie-Madeleine Bourancho, le Gabon de mon frère, l'ancien procureur de la République, Alaba Fall Bosco, comme si ce Gabon n'avait que l'État, n'avait que les individus qui n'avaient pas les papiers. Alors qu'on a bien vu des individus avec une certaine rigueur d'esprit qui ont fait la fierté du peuple gabonais. J'en veux pour preuve d'ailleurs Madame Pirette Ndjouassa qui était, je crois, procureur de la République, dont je salue au passage sa dextérité, son professionnalisme et également son expertise. Il est de même pour Alaba Fall Basco qui n'avait pas laisser les gens emprisonner David Biakuma à tort en 2004 où j'avais été identifié comme le meneur d'une rébellion contre Omar Bongo Niba avec une arrestation arbitraire qui m'a fait passer pratiquement 3 semaines dans les geôles de la direction générale des recherches, bastonné, humilié, flagellé. Malheureusement, David Biakuma est sorti avec le même niveau cervical, avec une détermination, avec une certaine férocité dont aucun acteur politique étatique au Gabon ne pourra m'infléchir, ne pourra justement me faire taire. Ça, vous pouvez en être sûr. Pour me faire taire, vous devez me tuer. Vous devez me tuer pour me faire taire parce que je ne vais pas me taire. Nous sommes tous les Gabonais et le Gabon appartient à tous les Gabonais. Le Gabon n'est pas le Gabon de Katam-Bissok, le Gabon n'est pas le Gabon de Ngouni, de Bongoville, que sais-je. Le Gabon n'est pas, je ne sais pas, un manteau superficiel qu'on peut se partager, ou bien un gâteau, ou bien un gibier qu'on peut se partager. Non. Il y a le principe de l'unicité de l'État. L'unicité de l'État. Et dans ce principe d'unicité de l'État, il faut mettre en place des mesures d'adéquation avec les... n'importe quoi.
Et vous les voyez, oh, je suis docteur, docteur en quoi? Vous êtes des plaisantins, vous n'êtes pas des docteurs. Ce sont des doctorats contrefaits. Des doctorats obtenus dans des conditions les plus lamentables, les conditions les plus précaires, parce que vous êtes des fausses les bourgeois, donc vous bénéficiez de meilleures opportunités d'apprentissage. Vous apprenez dans des universités à faible impact de redoublement et autres, avec des mentions doit réussir. Et c'est pourquoi vous ne vous en sortez pas. Parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas sortir de l'université Omar Bongo Déba, sortir de l'université des sciences et technologies de Mansoukou et avoir le raisonnement tel que certains Kounabélistes du Paris arrivent à développer aujourd'hui. Un raisonnement totalement en opposition avec les véritables valeurs d'une patrie, les valeurs d'une république. Oh, les violences numériques. Les violences numériques. Quelle abjectivité, quelle subjectivité, quelle une violence numérique. Et qu'est-ce qu'ils entendent par violence numérique? Un pressing numérique, qu'est-ce que cela veut dire, un pressing numérique? Toute cette terminologie n'est pas contenue dans notre code de procédure pénale, encore moins dans le code pénal. Et ils vont plus en parler de propagation de fausses nouvelles. La propagation de fausses nouvelles. Mais non. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Lorsque Mengom arrive à qualifier Madame la ministre Camille Toutoum de Robocop, mais Robocop, c'est tout simplement pour matérialiser l'uniformisme, le conformisme dont elle fait preuve. À savoir qu'elle est sous une subordination hiérarchique, donc elle obéit aux ordres du gouvernement, et c'est la bonne militante, la militante la plus parfaite, et c'est cela. Et qu'est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a y voir pour que vous puissiez faire croire à l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale, qu'elle serait à l'initiative de l'arrestation de Mengom? C'est du mensonge, c'est un grossier mensonge. Parce que les gens refusent de prendre la responsabilité de leurs actes. Et ils sont là pour accuser d'autres personnes, pour toujours noircir justement le tableau de ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer la responsabilité de leurs actes. Ils n'en sont pas capables. Vous pensez très aisément que Madame Carmélin Toutoum est capable comme ça? Vous pensez très aisément que Carmélin Toutoum est capable comme ça de porter plainte contre Mengom pour des violences numériques? Vous pensez que Carmélin est à ce niveau-là? Elle est à ce stade d'évolution? Elle est à ce stade d'évolution? Mais je ne pense pas. Le peu de temps que j'ai eu à fréquenter Carmélia, ben c'est une femme modeste. C'est une femme qui est dotée d'une certaine humilité. Et c'est une femme qui évite les problèmes avec les gens. Vous avez bien vu pendant l'élection législative comment elle a été victime de toutes les flagellations, de toutes les meurtrissures, de toutes les accusations. Mais elle est restée ferme. Est-ce que vous avez vu Camille Toutoum avec un discours violent, un discours vindicatif ou revanchard? Non. C'est une femme bien éduquée, bien émancipée. Vous pensez que c'est n'importe qui se lève du jour au lendemain pour se retrouver être un collègue d'un chef d'État français? Être diplômé à l'ENA de Paris, vous pensez que c'est donné à tout le monde? Même votre propre ENA à l'École nationale d'administration. Ou bien l'EPC à l'école de préparation administrative. Vous n'avez pas accès. Parce qu'ils ont tout verrouillé. Seuls leurs familles, leurs enfants, leurs gourgandines sont capables de pénétrer ces cercles pernicieux justement de notre système élitiste. Et vous pensez que c'est l'un du Paris, vous allez quitter les faubourgs, les quartiers malfamés de la baie de Cochon, de Kingley, de Dragon, pour vous retrouver comme ça, être dans la même école qu'un Emmanuel Macron, ça ne vous va pas? Et vous n'avez aucun respect pour les personnes qui soient capables de vous apporter une idée réfléchie. Mais depuis que Camélin Toutoum est au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais vous semblez ignorer qu'il y a eu moins de tricheries au cours des examens, il y a eu moins de contestations, et qu'il y a eu une période accalmée, il y a eu moins de grèves. Donc la grève aujourd'hui qui ressurgit au niveau de l'Éducation nationale, mais Camélin Toutoum ne peut pas être la matérialité de cette grève. Cette grève est la conséquence du dysfonctionnement de notre système étatique. Est-ce que c'est Camélin Toutoum et qui arrive à régulariser les situations administratives des agents publics? Cette régularisation qui date depuis l'époque de Yeguendo, en passant par Biogemba et autres. Et cette régularisation a eu son effet escompté, et avec l'avènement de Raymond Donsima comme Premier ministre, et tout le monde a vu.
les efforts qui ont été consentis par Raymond Donsima dans le cadre justement de la mise sur sol d'un certain nombre d'agents publics. Et il parlait d'un premier concept qui était de lui, celui de zéro situation administrative des agents publics. Raymond Donsima avait voulu faire en sorte que toutes les situations administratives de l'ensemble des agents publics puissent être régularisées. Voilà comment réfléchit un véritable dirigeant. Et il ne faisait pas des a priori, il ne faisait pas des distinctions, il ne faisait pas du favoritisme. Parce que ce que le chef d'État est en train de faire actuellement, mais c'est le favoritisme. Lorsque le chef d'État arrive comme ça, à donner une instruction pour régulariser près de 4000 situations administratives de l'éducation et particulièrement du secteur de l'éducation. Mais qu'est-ce que le président fait pour le ministère de l'Agriculture, pour le ministère des Affaires étrangères, pour le ministère de la Jeunesse et des Sports et autres, le ministère des Transports? Et là, vous êtes en pleine violation des règles fondamentales, justement, du droit de la fonction publique. Un premier principe qui parle de l'égalité de traitement des agents publics. L'égalité de traitement des agents publics. Mais sur quelle base est-ce qu'on arrive à régulariser, justement, les situations administratives du ministère de l'Éducation et que moi, David Biakouma, du côté du ministère des Affaires étrangères, on n'arrive pas à régulariser ma situation administrative, on n'arrive pas également à faire en sorte que je puisse bénéficier du calcul de mes rappels sur sol, mes avancements automatiques et autres. Mais le gouvernement ne fait pas du favoritisme, monsieur. Et c'est ce favoritisme-là que nous refusons. Parce que c'est ce favoritisme qui est aujourd'hui à l'origine justement de la dégradation des conditions de vie de certaines personnes. Et vous avez quelqu'un comme ça, mon neveu, qui se retrouve à la garde républicaine, sans BPC, sans 7 et autres, et qui gagne plus que moi. Pour la simple raison qu'on l'a attribué une prime de la révolution de Conseil, la révolution de palais ou de coup de liberté, et prenez quelle expression que vous voulez pour satisfaire votre égoïsme fantasmagorique. Mais nous savons tous que l'État ne fait pas du favoritisme. Voilà des individus qui ont bénéficié de 50 000 francs de prime de la libération. Ils ont une multiplicité également d'avantages de leur corps. Et ils sont plus payés que les vrais gens qui ont fait les études. Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Et il n'y a pas longtemps, nous avons encore assisté à l'augmentation justement des émoluments des généraux et autres. Mais des généraux déjà qui sont grassement payés, qui ont tous les avantages qu'il faut, et des avantages dans le cadre de la sécurisation de leur corps physique, éthérique et autres. Ils ont encore également la sécurisation financière avec des avantages énormes, avec une possibilité même de revenir. Parce que pour celui qui est dans la deuxième session, comment ils appellent ça, donc il n'y a pratiquement pas de retraite pour ces gens-là. Et l'État est capable de les rappeler à tout moment. Voilà des gens qui ont déjà suffisamment de confort matériel, financier. Et on arrive alors à augmenter les émoluments. Le chef de l'État également se lève bon matin. Il augmente justement le budget de l'Assemblée nationale pour satisfaire les intérêts égoïstes et partisans justement de sa formation politique avec des députés élus sans base législative dans des conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. Et une bande de tricheurs se retrouve comme ça à l'Assemblée nationale s'appelant des bâtisseurs. Quel type de bâtisseur? Quel type de bâtisseur? Le père des bâtisseurs, c'est Salomon. Salomon qui était considéré par un certain nombre d'espèces de faux érudits en théologie, métaphysique et autres, qui ont fait penser à l'opinion publique que Salomon était le père de la sagesse et l'intelligence. Salomon était le plus insensé de tous les hommes de l'humanité. Salomon était le plus idiot de tous les hommes de l'humanité. Salomon est mort dans l'inconfort, il est mort dans la pauvreté, dans la misère, alors que Salomon était considéré comme l'homme le plus riche de l'humanité. Malheureusement, il a dilapidé sa richesse avec ses multiples concubines, avec ses multiples femmes. Vous connaissez, vous, un homme sage qui se retrouve comme ça, avec 700 concubines et 1000 femmes? Vous en savez, vous? Un homme qui se retrouve comme ça avec 1700 femmes et taxer cet homme-là d'être un homme sage? Mais c'est une folie. Lorsqu'on n'est pas capable de maîtriser sa libido, sa sexualité, son Kamasutra, on ne peut pas être considéré comme un homme sage. Ce n'est pas possible. La sagesse n'a rien à voir avec le personnage de Salomon, l'intelligence encore moins. La sagesse, nous la retrouvons avec Joseph, nous retrouvons la sagesse avec Daniel. Meshach, Abednego, voilà, ces gens-là qui refusaient de se prosterner devant Nabuchodonosor, qui refusaient de se prosterner devant un roi impunique. Et ils sont restés fermes. Voilà, des candidats de la mort. Ils sont restés inflexibles. Ils ont dit, nous, on ne peut pas adorer ce faux Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël.
Et ils sont restés fermes. On leur a jeté dans la fournaise ardente. On a vendu Joseph en esclave. Mais malheureusement, Joseph qui n'avait pas droit à l'écriture, qui n'avait pas droit à l'éducation, qui n'avait pas droit à un minimum de confort, il était le plus instruit de tous les satrapes, de tous les docteurs, de tous les mages, les magiciens, autres. Et c'est pourquoi Salomon, j'ai dit même Salomon, Pharaon, lorsqu'il va se retrouver en difficulté, comme vous êtes actuellement en difficulté, avec une récession économique, avec une dégradation de votre système macroéconomique, avec une détérioration des thèmes de l'échange, avec une montée vertigineuse de l'inflation et une désagrégation de votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie, votre espérance de vie, eh bien, le roi va faire appel à Joseph. Parce qu'il avait ouï dire Joseph en étant en prison, qu'il était le maître de la prison. Que Joseph était justement le médecin des prisonniers, Joseph était le gardien des prisonniers, il était l'avocat de ces prisonniers, et c'était leur magistrat, leur juge et autres. Et le jugement de Joseph était un jugement éclairé qui n'avait rien à voir justement avec tous ces courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir qui arrivent à vendre du vent au chef d'État. Et le roi Pharaon va appeler Joseph. Il va dire à Joseph, après l'interprétation de ce rêve, qu'à partir d'aujourd'hui, Genèse 40-41, j'ai été fait roi devant le roi que je suis. Seule la couronne me séparera de toi. Et je te donne le commandement sur toute l'Égypte. Joseph est quitté de fils d'esclave, justement, en premier ministre chef de gouvernement en Égypte. Et Joseph, en 6 mois, avait rétabli la noblesse de l'Égypte, qui était frappé justement d'aveuglement, d'étourdissement d'esprit. Et sur le plan économique, Joseph avait rétabli justement la croissance économique en Égypte par le financement des projets structurants, par justement la rationalisation des dépenses publiques, la lutte contre la corruption, la gabegie, les détournements de fonds publics par bande organisée. Joseph avait organisé la structure macroéconomique de l'Égypte et l'Égypte est devenue florissante. L'Égypte est devenue florissante. Et la majorité de toutes les villes et villages qui n'avaient pas un homme comme Joseph, un illuminé, un véritable brillant cerveau, eh bien, ils se retrouvaient comme ça dans la mendicité, la pauvreté, la misère. Et tout le monde allait acheter et vendre en Égypte. Et ceux qui n'avaient pas de l'argent, et tous ces petits paresseux, ces lâches, ces gens-là qui vivent seulement au crochet des personnes, la Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Et ces paresseux qui étaient incapables de rôtir leur gibier étaient obligés d'aller en Égypte, se vendre pour une poignée d'orgue. Et certains étaient obligés d'ailleurs de se prostituer, de vendre leur pouvoir de charme pour manger une brindille de pain, pour manger une chasse mouchetée, mais les véritables fils de Dieu, ceux-là qui ont une véritable vision clairvoyante, la vision de l'aigle, comme l'aigle royal de David Bakouma, et bien ces gens-là vivaient dans l'abondance, dans la plénitude. Et c'est incompréhensible qu'un pays comme le Gabon, avec autant d'opportunités, et que les dirigeants ne soient pas capables. Les dirigeants inaptes, incapables même de diriger. Ils ont voulu le pouvoir, ils ont le pouvoir, mais ils ne sont pas capables de diriger. Et ils accusent tout le monde d'être à l'origine de leur turpitude, d'être à l'origine de leur manque de réalisme, leur manque d'objectivisme, leur incapacité notoire de pouvoir appréhender les mystères de la macroéconomie. La macroéconomie. La macroéconomie. Elle repose sur la rentabilité. La rentabilité. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. La rentabilité. Et on va me faire croire que Baro Chambrier serait sorti de la même école que moi, David Berkouma, l'école de la régulation économique, l'école des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, ce n'est pas possible. Même avec son doctorat, son agrégation en économie, il ne peut pas débattre avec David Berkouma. Et d'ailleurs, je leur ai mis au défi, autant qu'ils sont. Toute leur association gouvernementale, tout le cabinet du chef de l'État, les chargés de mission, les conseils autres, le porte-parole, je les mets au défi. Sur n'importe quel plateau de télévision avec leurs journalistes de Gougandi, des journalistes sans papier, sans niveau de qualification, amenez ce débat là, on va voir. Si vous serez capable. Ce n'est pas les débats arrangés. Le journaliste il vient avec un papier blanc. Et tous mes interlocuteurs, y compris moi-même, on vient avec des papiers blancs. Les questions se posent là et on ouvre le plateau. De telle sorte que les populations, quel que soit le lieu où ils se trouvent, en France, au Gabon, aux États-Unis, soient capables de poser les questions et que nous leur apportions des réponses à ce questionnement. Il n'y aura aucun qui soit capable d'accepter ce défi. Je suis le seul sur un plateau de télévision sans papier, depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas meilleur débatteur que moi au Gabon. Il n'y en a pas. Ça, je le mets au défi.
Si j'ai été capable de me battre avec une grande gueule comme Michel Mengamesson, ou bien avec mon très cher père Osibadjo, c'est des menus frétés comme ça, des courtisans de Gourgandine qui sont dans le cabinet du chef de l'État, qui peuvent débattre avec moi, David Mbekwa. Le prince Adouma, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. Frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. L'onction, la faculté des sciences juridiques, l'onction, la faculté des sciences médicales, l'onction de la faculté des sciences théologiques, la théologie. La théologie. Très chers compatriotes gabonais, l'émission Atmosphère a changé de visage. Cette émission a changé de regard. L'atmosphère qui s'était transformée en hydrosphère, de l'hydrosphère en pétrosphère et de pétrosphère en cosmos, vient de rentrer maintenant dans sa phase décisive à travers un programme de secours d'urgence que j'ai dénommé SOU. Et dans ce programme de secours d'urgence, vous allez voir Dieu en spectacle spectaculaire. Dieu en spectacle spectaculaire. Ce programme de secours d'urgence qui est la conception du Minotaure de la baie de Couchon, un astéroïde sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne et d'Uranus, est conçu sur ce que j'ai qualifié de SIFATA. SIFATA n'est rien d'autre qu'un centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. SIFATA, centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, dont je suis le concepteur, l'initiateur et l'instructeur de ce centre. SIFATAM est donc une dynamique spirituelle de la sagesse infiniment variée de Dieu afin de désarmer, de désarçonner toutes les forces de l'enfer, les forces de l'obscurité. Et ce sont ces forces de l'obscurité qui sont à l'origine de l'entrave justement de votre évolution psychique, votre évolution psychiatrique, votre évolution psychosomatique, votre évolution matérielle et financière. Donc vous avez besoin de vous mettre à l'épreuve. Vous avez besoin de vous mettre à l'épreuve. Et c'est pourquoi dans Genèse 41-40, la Bible dit, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça, c'est la royauté justement de Joseph, qui est parti de fils d'esclave à premier ministre, chef de gouvernement, à cause de son intelligence, à cause de sa sagesse mystérieuse, à cause de sa vision pragmatique du progrès, du développement des captures de nos visibles là. Joseph qui était considéré comme l'homme le plus instruit de toute sa génération. Un véritable érudit, Joseph. Oh, malheur au peuple gabonais, parce que ce peuple n'a plus d'érudit. Il n'y a plus d'élite au Gabon. L'élite gabonaise s'est corrompue. Les érudits gabonais se sont corrompus. Ils ont suivi des phrases illusoires. Ils ont suivi l'ombre machiavélique d'une certaine gouvernance aléatoire. Une gouvernance sans aucun niveau de profitabilité pour le peuple souverain. Le niveau de profitabilité. Mais qu'à Dieu ne plaise, je vais vous apprendre justement un certain nombre de maniements d'armes pour pouvoir vous autodéfendre face à l'oppression démoniaque, face à l'oppression satanique. La Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Et c'est pourquoi vous le verrez partout, ils vous diront toujours que David Mbekwa était un écervelé, c'était un malade mental, qu'il y a un passé relativement long où il avait perdu la boule. Certains disant que j'avais mangé dans la poubelle, d'autres disaient que je m'étais déculotté. Eh bien, qu'à Dieu ne plaise, ben, c'est tant mieux pour vous. Mais vous me voyez bien dans mon bon sens, David Mbekwa. Avec un cerveau académique, avec des fibres intelligibles qui se multiplient chaque jour, avec des neurones qui arrivent à être compétitifs par rapport à ces fils de nantis, ces fils de riches. Oui, Cadre, je suis là, le point c'est là. Malheur à David Mbekwa, si un enfant de riche arrive à être plus intelligent que moi. Malheur à moi, David Mbekwa, si un enfant de riche arrive à être plus intelligent que moi. D'accord. Non, il n'y a aucun problème, Cadre. Dans Jean chapitre 6, verset 6, la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Vous savez, il n'y a aucune intelligence que celle qui dépasse Jésus-Christ de Nazareth. Dans Colossiens 2:3, la Bible dit, en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. En Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Dans 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Allez-y dire au chef de l'État, Brice Koté Oligingema, que David Nberakoma a dit qu'on ne dirige pas un peuple avec la violence. On ne dirige pas avec un peuple avec le bâton et la carotte. On dirige un peuple avec la sagesse et l'intelligence. On dirige un peuple avec la sagesse et l'intelligence. Et prier chaque jour que le Seigneur, le Dieu grand fort et puissant du Gabon, puisse accorder Brice Koté Oligingema l'intelligence nécessaire pour qu'il puisse guider le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais est un peuple très cultivé, un peuple instruit, un peuple qui ne se laisse pas abuser par des frasques illusoires. C'est un peuple qui a longtemps combattu, qui s'est longtemps battu pour la démocratie pluraliste, telle que celle qui avait été acceptée par le père Paul Mbabesolo avec Omar Bongo Nebo, c'est-à-dire la démocratie conviviale, la démocratie apaisée, une démocratie décomplexisée, une démocratie sans l'usage de la force brute pour pouvoir arriver à un règlement pacifique des conflits. Et c'est pourquoi Omar Bongo Nebo avait reçu le qualificatif d'apôtre de la paix et de la non-violence. Et son long règne de 42 ans n'est que la matérialité justement de la capacité d'Omar Bongo Nebo de pouvoir se surpasser et d'arriver à des compromis, sinon des compromissions permanentes, afin de sauvegarder la paix, l'unité et la concorde. Donc, Brice Koté Oligingema doit apprendre justement à dialoguer avec le plus grand nombre de personnes. Il est possible pour lui de dialoguer avec l'ensemble de tous les syndicats sur l'ensemble du territoire pour trouver un véritable consensus indigène dans sa gouvernance politique étatique qui va être confrontée par la réalité justement des indicateurs macroéconomiques. Parce que je vous l'avais déjà annoncé que 2026 ce sera l'année la plus difficile pour Brice Koté Oligingema. Il sera victime de tous les obstacles. Des obstacles sur le plan économique, des obstacles sur le plan politique, mais également des obstacles sur le plan social. Et ce n'est qu'à travers des assaises, à travers une certaine méditation qui pourra se tirer d'affaire. Malheureusement, s'il est dispersé comme c'est le cas actuellement, eh bien, il ne s'en sortira pas. Malheureusement. Mais qu'à Dieu ne plaise, ce n'est pas le souhait du prince Adouma qui ne puisse pas s'en sortir, bien au contraire. Mais pour que le chef d'État puisse tirer profit de tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien qu'il se mette à l'ouvrage et qu'il arrive à reconnaître que nombreux sont à ses côtés en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce que ceux-là qui accusent Ayu et Adia, les activistes de France, les activistes de la faim, comme David Nberakoma, d'être à l'origine d'une tentative de déstabilisation des institutions de notre pays, eh bien malheureusement ce sont les propres collaborateurs du chef de l'État, ces courtisans, ces intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, qui ont différé leur agenda, qui sont en train de saccager progressivement la gouvernance de Brice Koté Oligingema. Et s'ils ne s'en méfient pas de ces gens, pour les mettre hors d'état de nuire, tu prends un biberon, pour les mettre hors d'état de nuire, malheureusement, eh bien, sa gouvernance n'aura pas une longue longévité. Et je l'avais déjà dit, que c'est dans un encadré de 2 ans que Brice Koté Oligingema apprendra à ses dépens qu'il a fait le choix des mauvaises personnes dans cette gouvernance politique étatique. Nous osons croire qu'avant la fin de ces 2 ans, qui se serait repris et qu'on aura retrouvé le Brice Koté Oligingema de la période transitoire, qui n'a rien à voir avec l'actuel Brice Koté Oligingema de la période post-transitoire, qui est totalement en opposition avec les objectifs, les ambitions du peuple souverain, ce peuple qui a légitimé son pouvoir, qu'il a représenté, qu'il a légalisé à hauteur de plus de 94%. Merci très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission sous programme de secours d'urgence animé par le prince Adouma David Nberakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Dans Proverbe 4-7, la Bible dit: acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'acquisition de la sagesse et l'intelligence sont des éléments indispensables pour que vous arriviez à une certaine survie dans cet écosystème caractérisé par des animaux sauvages, par des bêtes féroces qui ne vous feront pas de cadeaux. Certains sont des mangeurs de chair, des buveurs de sang et qui auront vite fait d'engloutir votre trajectoire destinée. Donc vous devez être spirituellement en alerte. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture et la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées.
Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois et celui qui les renversera sans aucune intervention humaine. Dans Joël 4:11, la Bible dit, l'Éternel fera descendre ses guerriers. Les guerriers de l'Éternel descendront, que vous le voulez ou pas. Ce sont des êtres invisibles que vous ne pouvez pas percevoir. Moi, je suis un Minotaure. Je suis sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Et nous sommes nombreux comme ça à l'heure actuelle au Gabon. Les astroïdes, les gitans, les Minotaures, les... Oh, béni soit le Dieu de ma main, Goudou Massi. Béni soit le Dieu de ma main, Goudou Massi. Béni soit le Dieu de mon grand-père, Loba Pierre. Béni soit le Dieu de ma grand-mère, ma pauvre Thérèse. Béni soit le Dieu de Bandungu. Chante, tambourin, sacrificateur, adorateur de l'Éternel. Pour rien au monde, je renoncerai à l'évangile. L'évangile est le mystère secret de mon intelligence. L'évangile est le mystère secret de ma protection divine. Parce que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles je combats sont puissantes. Par la seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Ne touchez pas à mes ouïes, ne touchez pas à mes prophètes. Je suis un ambassadeur de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Par le mystère du ministère de la folie. De la propagation de l'évangile. La gloire du ressuscité. La muerte se cambia por la victoria. La muerte se cambia por la victoria. El verbo cambia. Oh, en el espíritu del hombre. En el espíritu del Hijo. En el espíritu del Espíritu Santo. Béni soit ton nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, Dieu de ma mère, Goudou Marceline. Ma mère qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection. Ma mère qui n'a pas pu bénéficier de ses avancements sur solde. Qui n'a pas pu bénéficier de la régularisation de ses situations administratives. Qui n'a pas pu bénéficier de son capital déchet. Qui n'a pas pu bénéficier justement du coût des avantages comparatifs de sa fonction de sage-femme. Ma mère qui est morte en toute indifférence de l'État. Cet État qui a précarisé ma mère. Cet État qui a fait de ma mère une personne en extrême difficulté, tentant justement de nourrir ses 6 enfants. Mais ma mère qui est morte dans la dignité, dans l'honneur et dans la discipline, avec une foi inébranlable dont j'ai hérité. Maudit soit David Beakoma si j'arrive à infléchir. Maudit soit David Beakoma si j'arrive à être corrompu par qui que ce soit. Maudit soit David Beakoma si j'arrive à abandonner la course. Maudit soit David Beakoma si j'arrive à abandonner le peuple souverain dont j'en ai fait l'objet de toutes mes batailles électorales, toutes mes batailles politiques. Béni, maudit soit David Beakoma si j'arrive à abandonner la veuve, abandonner l'orphelin, abandonner ce peuple qui est en extrême difficulté, ce peuple aujourd'hui qui vit dans des conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. Béni soit David Beakoma si j'arrive à exposer ma vie, à donner ma vie pour le rachat justement du peuple gabonais, pour que ce peuple-là puisse véritablement rentrer dans un essor vers la prospérité, que ce essor vers la prospérité ne soit pas un simple slogan pieux de baroque de campagne pour servir les bases arrières d'une certaine classe politique ménopausée avec des gérontocrates qui ont pratiquement tout perdu, tout vendu et qui n'ont plus aucune alternative pour pouvoir aider le peuple gabonais dans la tête d'un certain nombre d'objectifs. Hasta la victoria siempre es la hora.